Après une telle présentation, contrairement à ce qu'a dit Jean-Phi, de manière générale, je ne vais pas parler de sécu. Pour une fois, ça va me faire des vacances. Le but, c'était plus ou moins de parler de hacking, mais de hacking au sens large. Et si j'avais intitulé ça, je suis un mensonge qui dit la vérité, c'est pour plusieurs raisons. La première étant que je pense que tout journaliste est un imposteur. Cette phrase étant tirée de Thomas l'imposteur. Il donne l'impression de savoir des choses alors qu'en fait, il n'est absolument pas spécialiste de quoi que ce soit. Et nous disons toujours la vérité, nous essayons de dire toujours la vérité que nous pensons être la meilleure, la plus objective. Bref, toujours est-il que c'est en 56 que naît l'imposteur. C'est rien, ça ne s'améliorera pas par la suite de façon phénoménale. Mais à cette époque, la France est à la rue. L'abbé Pierre réquisitionne le moindre toit. C'est le temps des castors. Probablement les premiers hackers que j'ai pu connaître de renom. Ils n'ont pas de maison. Ils construiront la leur. Castor, c'est un mouvement d'ouvriers, pas d'intello, qui plutôt que d'attendre un logement de la part d'une municipalité ou d'un plan d'aménagement, prennent leur destin en main. Et de la gauche, la truelle, bien entendu, l'électricien ancien ou maçon, qui à son tour apprend au charpentier, tandis que le couvreur se transforme en apprenti plombier, et que le peintre en bâtiment se plonge dans les arcanes des adductions d'eau. Et ça a d'ailleurs posé quelques problèmes dans certaines maisons de maçons fabriquées par les castors. On peut encore en voir, hein. Il y en a du comté de Montreuil, il y en a dans le sud-est de la France. Ça a été quelque chose d'excessivement populaire au lendemain de la guerre. Sachant que les castors, ça existe depuis 1928, mais c'était vraiment à ce moment-là, dans les années 50 à 60, le grand essor de ces hackers pluridisciplinaires. Tous sont amateurs, tous partagent leur savoir, leur temps de travail, quelquefois leur argent, et tous détournent des techniques, donc tous hackent. Alors pour résumer, de temps en temps, vous allez devoir subir quelques vers de mirliton du genre le hacker, c'est comme le punk, il a toujours existé, sa mort est impossible, il est comme les radis. Chaque atome de savoir doit être partagé et forme une lasagne de techniques et d'outils. Il n'est pas ingénieur, doctorant ou gourou, mais dans bien des domaines, il sait un peu de tout. Et s'il tombe sur un os et se casse les dents, il retrousse ses manches et met les doigts dedans. 6 à 8 ans plus tard, l'imposteur a appris à lire et vit sa vie par procuration. Rikiki, Roudoudou, bien entendu, je sais pas, désolé pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont peut-être un peu trop jeunes. Colibri, Prince Vaillant, le concombre masqué. Et première grande déception révélée par la libraire du quartier, non, le manuel des castors juniors, le livre qui a réponse à tout, n'existe pas. J'ai bien mis 3 semaines avant de m'en remettre, pas plus qu'il n'existe de proche équivalent des mémoires de Géo trouve tout. La BD divertit, mais ne donne pas de véritable réponse. Les éléments de réponse, je vais les trouver dans l'île mystérieuse et le cabinet du Dr Ox, c'est-à-dire chez Jules Verne. Comment apprendre à lire à l'heure solaire, comment déterminer une latitude et une longitude, comment cultiver du tabac. Alors pourquoi du tabac? Jules Verne ne serait plus assez politiquement correct à notre époque. Comment calculer la hauteur de la montagne, justement, de l'île mystérieuse grâce à 2 piquets de bois et le théorème de Thalès. La vérité débat mais dans plusieurs livres, une multitude de livres, mais pas nécessairement dans ceux que l'école nous impose. Et encore moins dans tu comprendras plus tard. Donc, rebourimé, je suis désolé, vous allez devoir les subir. Hacker tué, parent, tu seras. Attends-toi aux questions farfelues. N'aie pas peur de répondre, je sais pas. C'est peut-être dans ce bouquin, l'as-tu lu? Aucune réponse n'est simple. C'est à toi de trouver la recette. Mais tu dois refermer tout de suite l'ouvrage que tu tiens bien serré dans tes doigts. Le Décaméron, c'est pas de ton âge. En 66, découverte des réactions exothermiques avec le coffret du petit chimiste. Tiens, ça commence à sentir le hack. Le droguiste du coin vend de l'acide nitrique en flacon de verre. Je ne plaisante pas. C'est de l'acide nitrique RP, réellement pur. Il vend également du chlorate de soude en bidon de 5 litres. Vous imaginez, je suis joie. Mes parents, un peu moins. 67, ça continue, panoplie du petit électricien avec la boîte Philips. À 11 ans, le mort, c'est le plus beau des langages secrets. Et c'est franchement génial de perturber France Inter, 1829 mètres en longue, comme on disait à l'époque, avec un champ induit à moins de 80 cm du poste. 68, ça s'améliore. Construction d'un premier émetteur radio à modulation d'amplitude avec un Dozen 3553, vous voyez, je m'en souviens encore.
À l'étage final, le prix du transistor s'évalue en économie de quelques centaines de pains au chocolat. Les voisins commencent à manifester une certaine rancœur et postent dans la descente d'escalier des Dazibao vengeurs promettant pique-pendre aux voisins brouilleurs de télé. Je me fais tout petit, mes parents ne soupçonnent rien. Ils se doutaient, je pense. Au collège, pendant la récré, on tente d'expliquer aux grands qu'un talkie-walkie, je vous rappelle la date, c'est bien pratique pour prévenir et éviter les charges de CRS, et qu'un mélange de farine et de flotte est bien plus efficace et moins nocif qu'un cocktail Molotov. Mais la science se casse les dents sur la brique de la réalité. Impossible de trouver 1 kilo de farine en supermarché de mai à juillet. Ceux qui me prouvent le contraire sont des menteurs. Et un talkie-walkie coûte un bras et un œil. D'ailleurs, même l'essence vient à manquer, les pompistes sont trompés. Tout hacker un jour est tenté par ce côté borderline, obscur, parce que c'est amusant et parce que c'est risqué. À chacun de savoir où se trouve la limite. À cette époque-là, je pense l'avoir franchi. C'est pour ça que j'ai écrit « C'est le rock trotonique des sciences et des techniques que l'on veut exploiter pour faire révolution. Si tu veux tout péter sous le coup des patients, tu risques de te prendre un gadin mémorable. Envie de te faire prendre, ne sois jamais blâmable. Oh yeah !» 70-74, électrochoc culturel. Un voisin tend une monstrueuse antenne sur le toit de l'immeuble. Je découvre les radioamateurs. C'est une triple révélation d'un point de vue hacking. Petit A, un individu peut communiquer avec n'importe qui dans le monde entier sans passer par l'opérateur télécom unique. De Gaulle a disparu il y a peu de temps. On est encore en pleine période de communication sainte et sacrée, monopole de l'État. Et ce particulier a le droit de procéder et d'exploiter des appareils qui relèvent en général d'une infrastructure d'État. Ensuite, il est envisageable de construire toi-même des équipements radio hors homologation PTT, dont la couverture se compte en milliers de kilomètres et ne plus en dizaines de mètres. Je brouille plus un poste, je peux embrouiller des centaines, mais j'évite. Enfin, tout ça est régulièrement contrôlé par des lois relativement strictes. Et c'est là qu'on retombe dans un conflit moral qui va constamment agiter le monde du hacking. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que dit la loi? Et la loi de quel État? C'est quelque chose, c'est une position qu'on trouve par exemple assez souvent dans Hackaday, où l'on précise parfois que ce qui est possible aux États-Unis ne l'est pas nécessairement en Europe, et lycée de Versailles. On parle encore d'inculpation à l'époque, donc en 68-69. On parle encore d'inculpation pour intelligence avec des puissances extérieures, violation du monopole d'État. Le tout est jugé par une cour de sûreté de l'État qui se tient généralement à huis clos. Avoir un machin qui fait bip bip quand on n'a pas de licence, ça coûte très cher à ce moment-là. Et on n'est pas les seuls, parce que j'ai un cousin qui, lui, s'amuse à lancer des fusées. Et même les fusées, surtout les fusées, sont très contrôlées. De Gaulle y mettra d'ailleurs un holà en interdisant la fabrication des moteurs et en offrant le camp militaire de la Courtine pour faire des lancements. Tous les moteurs seront donnés par l'armée. Donc, il existe déjà à cette époque une volonté de développer une science populaire, mais elle est trop dirigée par l'État. Et de toute façon, elle se mérite. Ne viennent dans ces associations que des gens qui sont convaincus par leurs propres désirs et dictés par leurs propres désirs. Bref, le partage du savoir n'existe pas encore et il est certainement pas free as beer. Ça me fait délaisser Cyrano de Bergerac et je commence à me vautrer dans les articles du Haut-Parleur de Radio Plan et je potasse la radio, mais c'est très simple, de Jean Esberg. Esberg, c'est le père de la presse technique française. Tous les journaux techniques que l'on lit actuellement sont l'héritage de Jean Esberg et de la SPS. Lui-même était héritier de Camille Flammarion. C'est un Russe blanc juif qui a émigré de Russie avant-guerre et qui est venu sur Paris ne parlant que 2 langues. Le russe, peut-être 3 parce qu'il devait parler yiddish. Donc le russe, le yiddish et l'espéranto. Et il écrira justement son ouvrage majeur qui est La radio, mais c'est très simple. Si l'on revient justement à la période 70, dans la 68-70, il faut aussi se souvenir que le tiers à peu près des kiosques
est couvert de revues à caractère électronique. C'est tous les journaux audio, vidéo, enfin, pas encore tout à fait vidéo, mais audio, vidéo, radio, télécommande, boîte à bruit, etc. Les fers à souder se vendent en grande surface. C'est plus tellement le cas ces temps-ci, ou alors peut-être au rayon automobile. Et surtout, il y a une floraison, une explosion de boutiques vendeurs de composants. Il se multiplie dans toutes les grandes villes. Le hacking, est-ce qu'il sera en train de passer à devenir un sport de combat populaire? C'était pas encore certain. Ce qui était de toute façon certain, c'est que comme dans la rue Aberlour, c'était les marchands de pellets de pioche qui ont gagné le plus d'argent. Donc justement, ces vendeurs de composants et surtout la presse dite spécialisée à l'époque roulait véritablement sur l'or. À titre d'anecdote, par exemple, vous savez que le journal Le Roi à l'époque s'appelait Le Haut-Parleur. C'est le journal qui a dû, la revue qui a dû inventer l'idée de numéros spéciaux, parce qu'il y avait tellement de publicité dans les journaux de l'époque, tellement de marchés prometteurs dans ce domaine du fer, que l'épaisseur du journal dépassait l'épaisseur normalisée des boîtes aux lettres. Donc, ils ont fallu qu'ils coupent le journal pour ne pas perdre d'argent en plusieurs canards secondaires. Ça a donné les fameux numéros spéciaux. Ça vous donne une idée du chiffre d'affaires que pouvait réaliser chacun de ces titres. Mais en fait, nous ne sommes pas encore dans une véritable période de hacking. C'est une minorité qui invente, c'est une minorité qui partage. La grande majorité des utilisateurs, des lecteurs, etc., préfèrent assembler des kits. Ça ne nécessite pas de véritable compréhension. Ce que j'appelle monter quelque chose en mode singe savant. Le culte du « c'est moi qui l'ai fait », de la gloriole d'avoir assemblé soi-même quelque chose, supplante véritablement la volonté de conception. Alors, on voit des gens qui sont très fiers d'avoir monté leur chaîne stéréo. Ce sont des wannabe bricoleurs qui font dans le chenillard et dans la boîte Boom Boom, qui est très, très à la mode à l'époque. Tout le monde faisait des lumières stroboscopiques. Les véritables hackers qui restent hackers dans l'esprit à cette époque-là, ce sont les lecteurs de système D. Alors, ils sont un peu maisons défonceuses, raboteuses, etc. Mais ce sont encore les seuls qui héritent un peu des castors et qui véritablement sont passionnés par le faber latin, par la volonté du faire, par la reproduction du geste de l'artisan, par l'appropriation d'un savoir technique. Allez, vous n'y couperez pas, cette fois-ci, c'est si tu t'imagines, disait Queneau, si tu t'imagines fillette, que ça va durer toujours, la saison des Acs et de la Haute-Bourg, ce que tu te gourres. Tes idées qui volent, tes projets qui fusent, ta machine à poudre, ton renard Ducrot, c'est que dans les livres et ça fait vivre les gratte-papier et les vendeurs de PCB. Fin de cette période, on arrive en 75-76. Je réponds à un QCM et je choisis l'option loisirs, radiotransmission et gestion de bibliothèque pendant une année sabbatique offerte avec altruisme et gentillesse par la glorieuse armée française. C'est un premier contact avec le chiffrement, comme beaucoup de gens de notre communauté. Je commence à classer mes grilles TEFICA et j'envoie en morse des milliers de numéros bien moins passionnants que ceux du loto. Je touche du doigt la convergence des télécoms et de la crypto. Il faut que je fasse hyper gaffe à ce que je vais dire, parce que j'ai vu qu'il y avait Maître Bortsmeyer qui était présent, il ne faut pas que je me plante. Et bien entendu, le rêve de casser du code, l'oreille rivée sur des number stations et sur les tubes de Kraftwerk qui, à l'époque, égrenaient « Radioactivity is in the air for you and me ». Mon premier traité de hacking numérique, c'est le Scarabée d'or d'Edgar Allan Poe. La lettre volée en matière de hacking psychologique. Puis bien entendu, la vie de Georges Painvin, Wigner, l'histoire du grand chiffre de Louis XIV. Il est beaucoup trop tôt pour exploiter tout ça. Tous les gens qui ont fait du chiffre et qui ont fait des radiotransmissions à l'époque
pensait que c'était quelque chose de purement militaire. Donc merci mon adjudant pour cette triple leçon de hacking. Dans certains cas, première règle, il peut être utile de penser comme l'adversaire ou l'opposant en essayant de casser du code. Deuxième règle, dans certains cas également, l'idée même de hacking est impossible sans une connaissance approfondie du domaine. On reviendra sur la notion de sérendipité un peu plus tard. Et troisième axiome, le chiffrement ne sert strictement à rien, c'est un truc réservé aux matheux, aux paranoïaques et aux militaires. Bon, bien entendu, je suis un peu revenu sur cette pensée en mode epic fail, mais je ne voyais sincèrement pas l'utilité du chiffrement à cette époque. Bref, il n'y a pas que les bidasses dans les transmissions qui font attention aux chiffrements qui cassent et aux fuites et aux espions. Ça sera à chanter sur l'ami bidasse, par exemple. En 80, je troque le treillis contre un costard-cravate de journaliste dans la presse électronique. À l'époque, la presse informatique n'existait pas. On commençait à avoir les premiers microprocesseurs Microflame de Fairchild, le SCAN2 en mode 4 bits, un peu plus tard, le Z80 qui aura de belles années devant lui, le 6502, etc. Ainsi que dans un journal d'instrumentation et automatisme. Et c'est là que j'entends pour la première fois la mise en application d'un discours scientiste qui chante les louanges de la technologie. Avec l'arrivée des automates programmables, on essaye d'expliquer aux jeunes journalistes un peu idiots que je suis, veuillez m'excuser, j'ai un perturbateur endocrinien ici, qui me dit grâce à l'automate programmable, l'ouvrier est libéré des tâches fastidieuses et peut se convertir dans un domaine plus enrichissant, moins salissant. Oui, Alicia, je vire le chat. Disais-je, sincèrement désolé. Donc, grâce à l'automate programmable, l'ouvrier est libéré des tâches fastidieuses et peut se convertir dans un domaine plus enrichissant, moins salissant, mieux rémunéré. Il deviendra un véritable sorcier du point de consigne, un programmeur, j'ai même entendu programmateur, averti, un savant des commandes numériques et des transmissions Modbus. Je souris maintenant. Et les processus de fabrication deviendront beaucoup plus sûrs. Cette chanson et ce refrain, je pense que nous avons tous entendu à un moment donné de notre vie. La techno va améliorer les conditions de travail de ceux qui sont déjà en place. C'est un joli prospectus qui masque quand même une succession de charrettes. Même chanson, même refrain, sur l'ère de l'informatique personnelle, de la bureautique qui a entraîné la disparition de tout ce qui est personnel de bureau, des secrétaires, etc. Puis les réseaux locaux, les WAN, Internet, maintenant on se frotte à l'IA. Chaque fois, nous avons compté nos lots de laissés pour compte. Et c'est un peu le début d'une réflexion personnelle sur le rôle de la technique et sur le rôle de la personne qui maîtrise la technique d'un point de vue sociétal. C'est pas encore du hacking, mais ça va le devenir. Quant à la sécurité tant vantée par les premiers automates programmables, il ne faut quand même pas délirer. Si quelqu'un me dit comment s'appelait un firewall Modbus à l'époque, je paye son poids en caramel mou, et je rappelle qu'il suffit de remplacer une jauge de contrainte ou une sortie de débitmètre par un potentiomètre pour faire sauter une raffinerie. Ce n'est pas une plaisanterie. Le mot firewall n'existe pas. Les mini-calculateurs ne sont protégés que par le prix des équipements et l'hermétisme de leurs noyaux. Ce qui disparaîtra avec le remplacement de ces 10 mini par des PC sous Windows. Les réseaux à l'époque ne véhiculent quasiment que des données sérielles non chiffrées, je tiens à le dire. Il n'y avait même pas d'encodage, c'était du 0-1 Kansas City tout à fait classique dans certains cas. Cette naissance d'une pensée unique, il faudrait des millions pour compromettre un tel système, ou il faudrait dépenser beaucoup d'argent pour le casser, qui va à l'encontre du théorème de Schneier, a entraîné une autre réaction, c'est le mépris des Cassandres, des journalistes qui disent « Attention, là, c'est peut-être un peu exagéré, il faudrait quand même s'intéresser à ça, il y a des trous. » Mais le monde des automates programmables d'alors a bâti pièce à pièce, consciencieusement,
le désastreux fromage de Gruyère des architectures SCADA d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous payons les pots cassés de ce qui s'est fait, ce qui s'est décidé à l'époque. Et l'hacking dans tout ça, bah justement, il devient offensif. Première rencontre notamment avec les membres du CCC Allemagne, circa 85, qui lancent des opérations de véritable piratage, dans le but de prouver la faiblesse de ces niveaux de sécurité totalement virtuels, et essayer de convaincre les instances fédérales de créer un équivalent de la loi française informatique et liberté. À l'époque, il n'y avait rien en Allemagne d'équivalent, et nous étions considérés comme les parangons de la sécurité informatique dans les textes de loi. J'interdis à Jean-Marc de sourire. Les plus mordus apprennent par cœur le jeu d'instruction du Z80 et du 6805. Les plus flemmards découvrent le basique et l'assembleur. Je faisais partie, bien entendu, des plus flemmards. À partir de ce moment-là, tout va aller très vite. J'entends parler dans mon milieu de journaliste, ce qui n'était pas évident dans le domaine de la presse technique, d'un certain Jean-Jacques Servan-Schreiber. Pour moi, c'était jamais qu'un patron de presse. Et JJSS a eu des idées extraordinaires, notamment le fameux Centre mondial de l'informatique. Son but, c'était de développer l'enseignement de la micro-informatique auprès des jeunes, de façon gratuite, de façon généralisée. C'était un peu dans la mouvance, je sais pas, d'un plan calcul pour tous à la façon de Mon Général. Mais bref, il y avait de l'idée. Ça n'a pas été un franc succès, hélas. Mais quelques spin-offs tireront parti de cette impulsion. Les clubs Microtel notamment, qu'on appelait les clubs de pirates. Ces clubs Microtel ont eu des problèmes par la suite parce qu'ils étaient trop concentrés sur 2-3 marques de système. Je pense notamment, bien entendu, au Goupil, au Thomson, etc. Mais j'y ai croisé quelques gars qui étaient excessivement prometteurs. La presse électronique, à cette époque, commence sérieusement à sentir le cadavre. Je me parachute sur l'ordinateur individuel, à faire des trucs et astuces et à parler à des gens et à écrire des articles dans lesquels je ne comprenais même pas le 10e de ce que j'écrivais. Et pour comprendre tout ça, bah, l'imposteur décide d'essayer de trouver des gens qui vont le lui expliquer. C'est ce qui me fait rentrer dans l'église Subtel, une secte qui ne se dit pas hacker, mais qui bricole sérieusement du LAN et du modem. Subtel existe encore, d'ailleurs. Pourquoi Subtel? Alors ça, c'est un truc assez bizarre. À l'époque, on commence à parler de BBS, de gens qui communiquent entre eux, et un des créateurs décide de récupérer, de faire travailler, d'exploiter en perruque les laboratoires les ordinateurs du labo de langue de Subtelecom. D'où le nom de Subtel. Au bout d'un moment, les responsables du labo vont peut-être trouver qu'on pousse un peu et vont nous demander d'émigrer. Mais nous suivrons et nous aiderons à la constitution. Enfin, France Télécom nous aidera à la constitution du BBS. Subtel, c'est le plus gros BBS de France pour une raison très simple. C'est que, placé sous le chapeautage de FT, nous avions des lignes gratuites, ce qui nous permettait d'aller récupérer aux États-Unis des binaires que tous les autres BBS de l'époque ne pouvaient pas récupérer. René Cougnan, qui a commencé à diffuser ses premiers noyaux Linux par notre intermédiaire, il venait avec des bandes DC600 pour récupérer ses builds. Attila Atlan faisait la même chose sur pas mal de logiciels open source qui ne s'appelaient pas encore open source à l'époque. Bref, il y avait une faune de personnages absolument passionnants qui ont commencé à vouloir partager leur savoir et surtout le diffuser. Et le diffuser, ça tombait bien parce que tout le monde, plus ou moins, avait des Minitel. Et le Minitel permettait de récupérer du binaire, moyennant une petite bidouille sur le porte-sortie. Alors, les plus chanceux avaient des Minitel 1BR qui étaient retournables et pouvaient récupérer du binaire à 1200 baux. Les moins chanceux devaient continuer à travailler en 75. Il avait fallu qu'on adapte le BBS que nous utilisions, RBBS-PC, à ce genre d'exercice. Je ne sais pas si vous imaginez un programme de télécom capable de gérer 64 lignes téléphoniques à l'époque, écrites totalement en basique. Le code sur listing sur bande Carole
je l'avais imprimé et il faisait la totalité du tour du bâtiment de la rédaction de la rue du Colonel Fabien à l'ordinateur individuel. Mais je continue mes perversions avec les radioamateurs qui, eux, commencent à créer un véritable mouvement hacker, c'est-à-dire un mouvement où l'on mélange à la fois connaissance de l'informatique binaire, des transmissions numériques et connaissance de l'électronique. Nous décrochons une classe A, la classe 44XXX. Philippe Carn, qui peu de temps plus tard deviendra le CTO de Qualcomm, publie le premier TCP/IP open source en 83. Et on commence à mailler, à partir de 84, un réseau radio. On dit sans fil maintenant, mais c'était radio, en VHF et en UHF, utilisant TCP/IP avec une numérotation 44. La France avait l'équivalent d'une classe B en 44-151, chaque pays ayant son numéro, enfin c'était de la numérotation avec géolocalisation en quelque sorte. Le seul écueil que l'on a rencontré, c'est que, une fois de plus, il fallait que les gens retroussent leurs manches et fassent eux-mêmes leur station, fassent eux-mêmes leur propre pad, puisque en fait, pour transmettre de l'IP, nous utilisions un dérivé d'X25, la X25, qui encapsulait à son tour IP. Faut pas rigoler, même FT, même France Télécom a fait la même chose. X25 over IP, c'était quelque chose de tout à fait classique. Bon, le machin utilisait 2Z80, non, je l'ai plus ici. Alors, de temps en temps, les plus rétrogrades utilisaient des transmissions 300 baux en UCP. Les plus modernes utilisaient un Xenix ou un PC, ou Xenos sous PC-DOS. Et utiliser vraiment un IP avec du vrai telnet, du vrai FTP. Et non, pas de Gopher, pas de web, rien du tout. À l'époque, ça n'était pas encore développé. Dans les deux cas, de toute façon, c'était que ce soit le monde des BBS et le monde radioamateur IP, c'était deux groupes de gens très bizarres qui étaient capables de communiquer hors des frontières avec d'autres gens tout aussi bizarres, en dehors de tout contrôle possible de l'État. Il n'en faut guère pour que les services de sécurité du territoire s'intéressent à cette faune. À une exception près, celle du CCCF, nos glorieux barbouzes sont accueillis avec bienveillance et conviés à visiter nos installations et à poser d'autres questions qui le souhaitent. Nous avons toujours tenté d'accueillir nos fonctionnaires de la DST avec une certaine ouverture. Pourquoi ? Parce que dans le monde du hacking, on a il y a deux attitudes que l'on constate généralement. Soit une sorte de je m'en foutisme, de fatalité. De toute façon, ils sont là, il faut bien les accepter. Et une autre qui consiste à se cacher et à dire je ne veux pas être vu par les services de renseignement. La seconde attitude a tendance à un peu les braquer. Donc on a essayé de jouer la transparence. Même si les deux camps ne se font strictement aucune illusion et que, à l'époque, les serviteurs les grands défenseurs de nos institutions régaliennes ne comprenaient strictement rien à ce que l'on faisait malgré nos explications. On peut dire que quasiment tous les gens de cette époque ont reçu des visites relativement intrusives de la part de ces personnes-là. Je pense que là, je suis en train d'empiéter très largement sur le terrain de compétences de Jean-Marc Manac. Il parlera beaucoup plus, je pense, avec beaucoup plus de science de cette période, de la période des baleineaux, etc. Toujours est-il que je tenais à dire que de notre côté, nous n'avons jamais eu de véritable problème avec les gens de la DST. Les anciens du SDEC. Alors, oui, en fait, non, nous n'avons jamais eu de demande directe de la part des militaires. Toutes les enquêtes et toutes les demandes de renseignements que nous avons eues étaient essentiellement celles des services civils.
la sûreté, essentiellement. Enfin, une seule chose est sûre, tant pour les services d'État que pour les technopassionnés, il était évident qu'il était impossible de faire machine arrière. Il n'était pas possible de nous faire taire. Il ne nous était pas possible d'empêcher la surveillance. Donc, au même moment, il fallait aussi prendre en compte l'émergence des radios libres. Nous étions certains de toute façon que le monopole était en train de se dégrader, il était en train de foutre le camp. Et heureusement, l'avenir nous a donné raison. Les années 90, c'est à partir des années 90 que c'est devenu vraiment amusant. Les années 90, ça vire vraiment au technoporn. Chez les radios amateurs, on parle de plus en plus d'open source, enfin, et on commence à parler de l'open hardware. En fait, l'open hardware, ça viendra sous l'influence de Bruce Perens et d'un autre dont j'ai oublié le nom, mais ça ne viendra pas avant 2000. La raison en est simple, c'est que nous estimions déjà que tout ce que nous pouvions développer d'un point de vue hardware appartenait à la communauté amateur, donc il n'était pas de notre point de vue nécessaire de border d'un point de vue légal les publications électroniques. D'autre part, il faut savoir qu'il n'y a pas de possibilité de déposer des brevets sur certains montages électroniques parce qu'ils font partie des principes même de l'électronique. En revanche, en logiciel, oui, on commence à voir des gens qui s'intéressent à l'open. Et par le plus grand des hasards, il n'y a pratiquement que des radioamateurs parce qu'il n'y a pratiquement que des universitaires. Alors, je citerai en mode folklore Delgarby, un gars qui m'a énormément aidé pour comprendre ce qu'était SMTP. D'ailleurs, il avait écrit une UA de messagerie, c'est KB0G, qui est le Debian Guru et contributeur de SMTP. Phil Carn, dont on avait déjà parlé, l'auteur du TCP/IP open source, le KA9Q, qui porte le nom de son indicatif. Bruce Perens, K6BP, que j'ai recontacté encore il y a moins de 2 semaines et qui, lui, s'occupe de vocodeurs, enfin de codec open source, codec 2, et qui est à l'origine de l'open source, c'est le fondateur de l'open source initiative. Même Steve Wozniak, à l'époque, quand il a quitté Apple pour aller faire ses transputeurs et ses travaux universitaires, était un fervent défenseur de l'open. C'est W6VLY, je crois. Donc cette période a été une période de l'emmûrissement où on a commencé à se dire, mais ouais, le coût du brevet sur les softs, c'est pas très fun. Ça nous empêche, non pas par désir dogmatique, mais tout simplement parce que ça nous empêchait, nous, de pouvoir reprendre des parties de code et pouvoir les intégrer dans nos propres développements. Même si j'ai toujours tenté de développer avec le pied gauche, de temps en temps, aller repiquer les codes des copains, c'est quand même bien pratique. Ben, enfin, on arrive en 2000. Et là, on se dit tous que, aussi bien dans le domaine du hacking soft, des télécoms, dans le groupe Subtel et autres, qu'il est temps de penser le hacking, c'est-à-dire d'arrêter de faire chacun des trucs dans nos coins et de commencer à en parler entre nous. Sur la côte ouest, quelques amis bricolent, par exemple, des liens 4 et 10 mégabits avec des cornets gunplexer. Le gunplexer sont des cavités automélanges sur 10 GHz que l'on allait... Enfin, moi, je plaide non coupable, bien entendu. De toute façon, il y a prescription. On allait les découper à la scie à métaux sur les détecteurs de passage des portes coulissantes des supermarchés ou voir sur les sommets des feux tricolores. Il y a des trucs qui permettaient aux camions de pompiers de griller les feux sans de les faire passer au vert automatiquement. C'était très côte ouest. Je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup en France. Donc c'était un peu le côté hacking noir qui de temps en temps, le démon nous fouettait.
Mais ces initiatives, en fait, étaient assez marginales. La plupart du temps, on arrivait toujours à récupérer des sources hyperfréquences pour faire des réseaux rapides, soit sur les vieux émetteurs de la gendarmerie, de l'armée, etc. Le domaine était quand même assez riche dans ce domaine-là. Côté presse, j'étais un peu le cul en tour de chef parce que à la fois journaliste dans la presse informatique et à la fois impliqué dans des mouvements de recherche et de développement hacker, je voyais un peu ce qu'écrivaient la plupart de mes confrères qui présentaient les hackers comme des odieux pirates qui passaient leur temps à s'envoyer des copies de Debas 3+, ou qui détournaient les downlinks des chaînes satellites Sky. D'une certaine manière, ils avaient raison, parce qu'en fait, les codes season de Sky Channel étaient pétés avec le Cray-1 de Dark Moon sous l'influence de Marcus Kuhn. Bon, c'était plus une galéjade qu'autre chose. Ça n'a jamais été véritablement sérieux. Mais oui, tout n'était pas blanc persil, comme on dit. Du côté hacker, on s'émerveillait beaucoup plus de la puissance de QModem et du dernier shareware à la mode, plutôt que de vraiment vouloir pirater des logiciels commerciaux. Les gens qui faisaient ça n'étaient pas d'ailleurs énormément considérés. C'est la raison pour laquelle les mouvements hacking associés à Subtel prenaient de plus en plus de distance avec les gens du Microtel Club. Fin de cette période, vous allez encore avoir droit à mes vers de Mirliton. Ce n'est pas de ma faute à moi si dès que j'ai un clavier, un modem, un terminal et peut-être UCP, je m'embarque dans des projets interplanétaires et je n'arrive jamais à garder les pieds sur la Terre. Et les gens disaient de moi, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que c'est celui-là, c'est France Télécom, ce mec-là, il a du numérique, les gars, il paye pas au paquet, pas par le canal D, ça se passera pas comme ça, etc., etc. Pourtant, ce ne sont pas les geeks qui ont remporté cette guerre. C'est Apple, c'est Microsoft, c'est IBM, c'est Compaq, c'est Dell. Ce sont les milliers de clones chinois qui changent le monde. L'ordinateur n'est plus un jouet de nerd, et c'est bien dommage pour certains. Le coup de grâce est donné par le gouvernement Clinton et la directive Al Gore, qui ouvre Internet au grand public, déclenche la plus formidable opération de guerre économique et de soft power, de propagande, on disait à l'époque. Les TCP/IPistes tendance rénataire, canal historique, perdent leur chasse gardée, et ils ne sont plus les seuls, les radioamateurs également. On considère que Internet va devenir la CB des télécoms. Les hackers, au sens général, ils gagnent quand même un formidable outil de partage du savoir et d'entraide. Rappelons quand même, avant cette période-là, on payait le téléphone aux conditions de peering et les échanges IP aux conditions de peering, c'est-à-dire coût facturé au paquet reçu et émis. Lorsque c'était du téléphone et du modem, c'était au temps et à la distance. Bref, c'était un sport de luxe. En France, il faudra attendre 2007 pour que ce mouvement hacker devienne majeur. La question Juste Marc, excuse-moi, message de service, il te reste 5 minutes. Ah ben, ça va être dur, mais on va y arriver. En France, 2007, création du Templab. Dans un pays, c'est une première expérience assez intéressante qui reproduit un peu ce que j'avais vu aux États-Unis. En 2010, nous décidons de faire la même chose, mais sans la partie temp. C'est-à-dire le Templab, c'est quelque chose de temporaire pour des raisons internes à leur organisation. Et nous fondons l'Electrolab à Nanterre dans un espace qui est permanent. On y trouve d'un seul coup des gens qui lancent des fusées, qui font de la couture, qui veulent usiner, qui veulent faire quelque chose qui leur plaît et qui ne sont pas nécessairement qui ne relèvent pas nécessairement de leurs compétences métiers, et qui en échange apportent leurs compétences métiers.
En gros, nous souhaitions faire dès le début un CNRS populaire au même titre, par exemple, que plusieurs professeurs avaient créé une université populaire à Caen. C'est-à-dire accepter des personnes qui n'ont pas nécessairement des diplômes, des valorisations universitaires ou techniques. Et outre cet aspect partage systématique, nous souhaitions également, mais là il faudra à peu près 2 heures d'explication, nous souhaitions également briser un peu les filières d'apprentissage. Un hackerspace est un outil qui ne suit pas des principes de filière. Et c'est ce qui nous oppose réellement au système d'éducation, d'enseignement universitaire. On peut le considérer comme une construction asociétale dans le genre où elle n'est ni contre ni pour une structure sociétale. C'est-à-dire, elle procède d'un amalgame de représentants de diverses sociétés sachantes, venant de droite et de gauche, mais qui ne suit pas des règles communément pratiquées par la société. C'est-à-dire l'éducation en silo, le groupe défini par un habitus. L'habitus, explique Bourdieu, c'est une manière d'être, une attitude, une disposition d'esprit, mais également une structure structurante, c'est-à-dire évoluant en commun. L'habitus hacker devrait être un des leviers capables de briser l'habitus au sens commun, puisque de toute façon, nous n'avons pas cet habitus, nous ne souffrons pas de cet habitus, nous ne souffrons pas d'être les héritiers d'un milieu sociétal, puisque nous venons d'horizons divers. Et nous créons nous-mêmes un habitus qui est considérablement plus ouvert, sans enseignement structuré, sans obligation de savoir absolu. Bourdieu encore, avec son analyse critique de la notion de reproduction et d'enfermement de classe. Le hacking est un moyen de déplacement transverse dans notre société. Le hackerspace, une réponse peut-être partielle, mais une réponse quand même qui procure un accès au savoir pour tous, y compris ceux qui n'ont pas eu la chance de bénéficier d'un milieu familial et de fournir des clés. Et c'est ça qui est important. Nous essayons de donner des clés. Marc Rist, au cours d'une causerie qu'il a tenue il y a quelques semaines à peine, je pense qu'il était avec Monsieur Fermigier. Au cours de cette conversation, j'ai entendu parler d'un conseil de lecture qui était Surveiller et punir de Foucault. C'est important de faire intervenir Bourdieu, Foucault au sein même de la pensée hacker. Alors pourquoi Foucault aussi ? Parce que la citation de surveiller et punir nous remettait, nous, observateurs du monde technique, au centre et de manière la plus indépendante possible du spectacle de l'IA, des data lakes, des cookies, etc. Bon, je vais pas revenir sur des choses que nous connaissons tous quasi parfaitement, des vidéos, des caméras vidéo prétendument protectrices. En revanche, très peu d'entre nous sont conscients que plus nous nous orientons vers une société de surveillance, plus nous acceptons l'idée d'une société punissante. Seul le hacker peut espérer une certaine indépendance de regard du fait même qu'il ne dépend pas d'une obligation de réciprocité commerciale ou politique et qu'il peut comprendre les limites réelles du flicage ou de l'éventuelle coercition qui pourrait en découler. Là, je suis une fois de plus en train de piétiner les plates-bandes de Jean-Marc. Je finirai, et Jean-Philippe sera rassuré, je finirai simplement avec une autre chose qui, à mon sens, définit encore plus le mouvement hacker. C'est l'idée d'épistémé. C'est une notion c'est un mot très très compliqué pour une idée très simple. L'épistémé, c'est ce qui définit les connaissances réglées et définies dans un espace social à une époque précise. En matière de connaissance du monde, de philosophie, etc. Elle n'est pas très éloignée de la notion de reproduction bourdieusienne. On peut parler véritablement d'épistémé hacker. Peut-on parler vraiment d'épistémé hacker, puisque précisément le hackerspace est un amalgame social assez peu uniforme, et confrontant des conceptions philosophiques plurielles, parfois même totalement opposées, des sciences étrangères les unes aux autres, des référents sociaux extrêmement divers, allant de l'ouvrier. Nous avons des gens qui vont
du doctorant à l'ouvrier au sein de l'Electrolab? Peut-on espérer utiliser cette richesse de connaissances pour amoindrir la rigidité des marqueurs sociaux qui conduisent à cette reproduction et à ces cloisonnements construits par l'épistémé? C'est ce que nous espérons vraiment tous. Vous n'échapperez pas à la chanson de fin. Cette fois-ci, je ne l'ai pas composée avec mes mères de Mirliton, c'est simplement rappeler la chanson Je suis snob de Boris Vian qui dit « Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée, de l'autre côté, c'est passionnant. » C'est probablement la chanson c'est probablement le plus grand manifeste à cœur que je connaisse dans la musique de variété. Je vous laisse les micros, les studios. À vous, Cognac G. Merci beaucoup, Marc. Mais on n'en a pas fini avec toi. Alors, on a eu des questions sur le chat, on va te les poser après. Mais pour cette édition, on a souhaité qu'un journaliste interviewe un journaliste. Et donc, je laisse la place à Jean-Marc Manac, qui a préparé 3 questions pour toi. À Jean-Marc, donc, qui va te cuisiner. Mute-toi, Jean-Marc. Ouais, Jean-Marc, t'es en mute, je pense. Là, c'est bon, on t'entend, je crois. Ouais. C'est bon? Jean-Marc? Ah non, d'accord. C'est pas grave. Jean-Philippe, je te laisse voir le son avec lui à côté. Et avec Marie, on va poser déjà les questions qui sont sur le chat. Merci beaucoup, Marc Aulagnier. Il y avait à peu près un plébiscite général, si tu veux, sur le fait que tu devrais écrire un bouquin, au moins, qui soit à peu près de la taille de l'encyclopédie. Je te laisse choisir l'édition et tout ça. Et après, il y avait 2 questions que est-ce que tu les as vues, Marie? Oui, je les ai vues passer. Alors, il y avait une question déjà de Dragibustier qui nous demandait comment les gens échangeaient les plans des modes d'accès connexion. Est-ce qu'il y avait des kits de plans papier envoyés par courrier? Dans le chat a été évoquée l'idée d'infos qui passaient par les magazines, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Quelle époque et accès à quoi? Alors, est-ce que Dragibustier peut nous préciser un petit peu sa question? Alors, moi je peux reprendre les trucs. Comment les gens échangeaient les plans des modes d'accès ou des modes de connexion? Les plans. C'est ça que j'avais aussi, mais alors le problème, c'est que comme on l'a pris au fil du chat et qu'on n'a plus le moment précis du chat. Oui. Au tout début, lors des connexions depuis le Minitel. Il y avait plusieurs moyens. Alors, d'une part, les BBS eux-mêmes évangélisaient sérieusement. Je me souviens, à ma grande honte, alors s'il y a des gens qui sont tombés dans ce gouffre infâme, je me souviens, à ma grande honte, d'avoir publié les plans d'un modem, parce qu'à l'époque, les modems coûtaient une fortune. Mais alors, le problème, c'est que comme on l'a pris. Oui, pardon. Et j'ai eu quelques lecteurs, c'était dans l'ordinateur individuel, et j'ai eu des gens qui sont venus me poser des questions sur la manière de fabriquer ces modems. Le retournement, enfin l'utilisation, le détournement des Minitel pour les transformer en modem, quelque chose qui a été publié dans quasiment toutes les revues de microélectronique de l'époque, y compris SVM. C'est dire. Et donc, c'était quelque chose de relativement simple. La plupart des micro-tel clubs qui étaient implantés partout en France l'avaient publié. Et on commençait à voir apparaître des importations grises de modems des États-Unis. Je rappelle qu'à l'époque, l'importation d'un modem, c'est-à-dire d'un appareil de communication non homologué, pouvait au maximum faire risquer la prison à son possesseur. Je plaisante pas, hein, c'était quand même absolument hallucinant. Donc il y a eu une importation grise, un peu comme ça s'est passé avec le développement du Wi-Fi. C'était pas un gros problème. Le principal problème pour la personne qui voulait s'intéresser
cette récupération d'informations, c'est de trouver les numéros de téléphone des BBS qui lui plairaient le plus. Donc, il y avait une sorte de communauté de CISOP de BBS qui jouaient les rédacteurs d'annuaires. Donc, l'un dans l'autre, ça se savait assez rapidement. Dans le domaine radio amateur, c'était beaucoup plus simple. On avait un véritable top-level administrateur qui en fait était l'administrateur de UCSD et qui tenait notre domaine.txt jour après jour avec une méticulosité de TCP/IP convaincu. C'était vraiment beaucoup plus sérieux. Dragibustier te remercie beaucoup pour l'explication. Je pense qu'on a retrouvé Jean-Marc. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super bien. On t'entend. Bon, voilà, sauvé. Juste pour préciser le sens de ma question, tu as employé un terme tout à l'heure que peut-être certains ne connaissent pas, c'est les baleineaux. Donc les baleineaux, c'est le surnom qui avait été donné à l'époque aux quelques dizaines d'étudiants qui avaient été notamment sélectionnés à Jussieu, étudiants en mathématiques notamment, pour aller faire leur service militaire à la DST. Et c'est comme ça que la DST a commencé à s'informatiser au milieu des années 80. Et le surnom du général qui était le bras droit du patron de la DST à l'époque et qui avait initié ce processus vertueux de faire venir des hackers au sein de la DST, c'était Baleine. Parce qu'il était assez fort, il faisait du bateau, et donc on avait surnommé les baleineaux. Et donc tu disais que toi, tu n'as pas eu trop de problèmes avec la DST dans les années 80. Moi, à contrario, dans le documentaire que j'avais fait, une contre-histoire de l'Internet, je racontais que la DST s'était attaquée à plein d'adolescents, mais comme le FBI s'était attaqué aux adolescents dans les années 80, début des années 90, ce qui avait amené à la création de l'Electronic Foundation, le FF aux États-Unis. Moi, la question que je voulais... Ainsi qu'aux communautés LGBT, d'ailleurs. Comment? Ainsi qu'aux communautés LGBT qui communiquaient de cette manière-là. Je pense notamment à Rusty and Eddie, etc. Oui, oui. Et qui avait été pourchassé, enfin suivi, surveillé à l'époque, précisément sur le réseau. Absolument. Par le FBI. Tu sais si cette histoire-là a été racontée sur le LGBT? C'est quelque chose que la communauté LGBT elle-même ne souhaitait pas tellement mettre en avant, mais tout le monde se souvient avec beaucoup d'émotion la fermeture musclée du site Rusty and Eddie's pour diffusion d'images allant contre la morale. Et ça, oui, ça avait fait beaucoup de fois à l'époque. Il faudrait que tu m'envoies le lien vers Rusty and Eddie's, que j'essaye de regarder si l'histoire existe. C'était les deux mecs qui s'occupaient de ça. Donc ma question, c'était le bouquin de Fred Turner sur la naissance d'Internet sur la côte ouest des États-Unis. Grosso modo, sa thèse, c'était de dire Internet aurait pu naître sur la côte est des États-Unis, sauf que c'est né sur la côte ouest. Pourquoi? Parce que sur la côte ouest, il y avait à la fois des informaticiens, des chercheurs à l'université, mais il y avait également les hippies qui prenaient du LSD. Et que c'est cette rencontre improbable entre la contre-culture de la côte ouest des États-Unis, la recherche universitaire et un financement de la DARPA, qui a donné naissance à Internet. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est sur tous les BBS, les Subtel et les premiers réseaux comme ça qui existaient au début des années 80, c'était quoi la part de bidouille façon Castor et la part de bidouille façon contre-culture underground? C'est à peu près la même que tu retrouves maintenant dans les hackerspace. D'ailleurs, tu as une majorité de gens qui veulent faire un truc techos et qui se fichent complètement de cet aspect contre-culture. Et puis, il y a une minorité d'agitateurs et d'agités du bocal qui essayent d'injecter justement, de diversifier. Je ne te cache pas qu'au sein, par exemple, de l'Electrolab, nous devons être une dizaine, peut-être une quinzaine à commencer à parler sérieusement de sociologie et de sociologie du hacking et de faire en sorte que des sociologues viennent nous visiter. Quand c'était sur Subtel, il y avait, je me souviens très bien de la réaction de Lionel Bruno quand j'ai commencé à dire, vous savez, il y a un truc qui s'appelle TCP/IP, c'est vachement bien, alors que nous avions nos propres protocoles RTC et on me disait, écoute le vieux, prends tes cachets, va te reposer. Il y avait déjà à l'époque des gens qui étaient le cul entre deux chaises, qui s'amusaient à faire du détournement de downlink satellite pour récupérer des streams vidéo. Donc, c'était toujours une minorité. Alors,
dire qu'il y a eu une influence, oui. Je fais partie des salles gauchistes ou des salles agitateurs à tendance hippie qui tentaient d'influencer ce mouvement. Est-ce qu'on peut parler d'un type, enfin, Attila Atlan, par exemple, que je citais, était lui aussi un gars qui avait sa propre contre-culture, parce que c'était l'un des premiers à commencer à dire mais pensons open source, commençons à dénigrer systématiquement tout ce qui est commercial, etc. Il a eu une vision très hippie, très free et très open, de façon peut-être un peu exagérée quand il s'exprimait, mais on les met essentiellement pour ça. Oui, il y avait une part, mais elle n'était pas aussi marquée qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, enfin, tu connais la façon dont la société US évolue. Elle fonctionne avec des clans qui sont complètement fermés. Les hippies sont des hippies, les LGBT sont des LGBT, et encore, les LGBT du bas Kansas n'ont rien à voir avec ceux du haut Kansas, etc. Et cette interpénétration de groupes fortement marqués donnait des résultats par confrontation d'idées, mais en fait, c'est pas dans l'esprit français. Dans l'esprit français, on était plus dans la volonté de vouloir convaincre le copain et avoir des dialogues plutôt que de procéder par opposition de mouvement. Et alors, deuxième question. Il y a des gens qui m'ont dit, parce que moi j'étais pas encore connecté à l'époque, j'étais même pas encore devenu animatrice Minitel Rose, mais quand il y a eu l'histoire du CCCF, donc le Chaos Computer Club de France, qui était une émanation de la DST pour attirer tous les hackers français suite au problème du Chaos Computer Club en Allemagne, où on avait identifié 4 hackers qui travaillaient pour le renseignement est-allemand et soviétique. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que quand il y a eu le CCCF et que ça a commencé à se faire savoir, 91, 92, plus personne ne s'est défini comme hacker. Donc, première question, est-ce qu'il y avait des gens qui déjà à l'époque se définissaient comme hackers en France ou pas? Et deuxième question, ce qu'on m'a également dit, c'est que, par contre, tous les gens qui étaient dans la mouvance un petit peu bidouille hacking se sont orientés vers le logiciel libre. Ce pourquoi il y aurait une forte composante française et empreinte française dans le logiciel libre, voire open source. Alors, je le vois de manière différente. Alors, concernant CCCF, j'aime pas trop en parler parce que tu connais le personnage, j'ai pas envie de me retrouver avec un procès idiot aux fesses. Ça fait longtemps que je plainte. Oui, bon, toujours est-il qu'il est venu dans mon bureau, j'étais à l'ordinateur individuel, en me disant tiens, je viens rendre visite à tous les membres du CCC pour qu'ils viennent adhérer à la branche française. Non, mais tu imagines, le CCC qui luttait pour une anonymisation de ses membres, pour la protection des fichiers à caractère nominatif, etc., parce que ça n'existait pas en Allemagne, qui aurait communiqué la liste de ses membres à un Frenchie. C'était impossible. Donc, je lui ai dit merci, bonjour, au revoir, la porte c'est par ici, et je n'ai plus de rapport avec lui. Il a essayé la même chose, je crois, auprès de Subtel, et il s'est fait jeter. De l'influence de l'ouverture de l'open source, je pense qu'elle ne vient pas de ce mouvement-là. Je pense que c'est beaucoup plus trivial. À l'époque, les BBS diffusaient essentiellement des shareware et des freeware. On ne parlait pas réellement d'open source. Et on savait qu'on risquait de se faire taper très fort sur les doigts si on diffusait quelque chose de commercial. À l'époque, il y avait une association des défenseurs du logiciel commercial, dont faisait partie Microsoft et surtout dont faisait partie Hugues Leblanc de la commande électronique, qui passait son temps à vouloir chasser du hacker. Je lui en veux pas, il défendait son beefsteak. Il ne faut pas voir dans mes propos le moindre caractère dénigrant, mais je préférerais la voir comme personne à interviewer que comme adversaire juridique avec deux avocats à côté, quoi. Donc les microserveurs étaient très très prudents quant à leur contenu. Et donc, s'ils sont passés vers une bibliothèque essentiellement libre,
c'est parce que c'était interdit de faire autre chose, quoi. Maintenant, la définition de hacker, tu as tout à fait raison. Hacker était déjà un mot excessivement péjoratif et on ne se définissait pas comme hacker. On se définissait comme bricolo peu sérieux dans le domaine des sciences et techniques, mais le mot hacker faisait encore très peur et personne à l'époque n'avait la prétention. Ou alors c'était des Uber hackers et nous n'avions pas la prétention de... Ça faisait peur, pourquoi ? Oui, parce que c'était soit exagéré comme appellation et c'était réservé aux gourous du code, soit parce que c'était considéré par les médias de l'époque comme un terme excessivement péjoratif. Ça venait pas particulièrement du CCCF. C'était plus un aspect. Enfin, je te parle au sein de Subtel, au sein de Lils BBS, au sein de tous ceux qui ont fait la promotion de Linux et de Linux, des freeware, des shareware, etc. Il y avait par exemple des hackers qui étaient réputés, que l'on appelait hackers et qui étaient fiers de se prénommer hackers. C'était à l'époque le groupe du Dirty Dozen, les chasseurs de virus de McAfee, paix à son âme, parce que McAfee a eu une version shareware de son antivirus ça l'a énormément aidé d'un point de vue commercial. Et les chasseurs de virus, les premiers détecteurs de virus, parce qu'il n'y en avait quand même pas énormément à l'époque, s'appelaient les 12 salopards, avaient pris pour nom les 12 salopards et étaient fiers d'être des hackers. Mais eux, ils faisaient du reverse de code, eux, ils faisaient des choses sérieuses. Oui. Ok. Est-ce qu'il y avait des questions, Raina Il reste encore 2 questions. Avant qu'on passe à toi, Jean-Marc, Raina, Marie, je vous laisse la place. Il y a une troisième. Le hacker, c'était Mitnick en prison, quoi. Oui, Mitnick, c'était le hacker, effectivement. Ouais, par exemple. Alors, ok. On en était où? Parce que Jean-Marc a hacké les questions, en encapsulant des questions dans les questions. Alors, il y avait Dragibustier, on a répondu, et il y avait l'autre qui était sur le chiffrement. Donc, Ariel Actif à froid qui disait c'était pas très grave, pas besoin de vous museler, le chiffrement étant interdit. Je ne sais pas si la question est claire, parce qu'elle était surtout contextuelle. Mais vas-y, Marc. Mais c'est très vrai. En fait, le chiffrement. Alors déjà pour les radioamateurs, le chiffrement, ça n'existe pas. Nous sommes ouverts même dans nos conversations et vis-à-vis des usagers de l'époque. Il y avait la loi de Vigne, quoi. Le chiffrement était une arme de guerre de je ne sais trop quelle catégorie et c'était strictement interdit. Quand il a été un peu libéralisé, la longueur de la clé était nécessairement limitée. Oui, c'était. Oui, il faut le rappeler, ça, effectivement. Le chiffrement était une sombrerie. Ce qui n'empêchait absolument pas, d'ailleurs, certains copains à l'époque de compiler TIS, enfin Gauntlet, en version commerciale, qui était l'un des premiers firewalls disponibles. Oui, c'était pas fou. Ils préféraient encore se prendre une menace de procès, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu de procès trop retentissant là-dessus. Donc, il y avait du firewall et du chiffrement pour des entreprises. Pour des entreprises qui tenaient à leurs données. Mais c'était une arme de guerre. Oui.